Cette dernière question à déconstruire, enfin cette dernière thématique à déconstruire, l'actionnariat salarié est inadapté aux PME et aux entreprises familiales. Et pour en parler avec nous, nous avons Daniel Cohen-Zardi, qui s'agit de président fondateur de SoftFluent, une entreprise de services numériques, et puis Servan Petit, qui est DRH au sein de Roule Club Automobile, donc société d'assurance complémentaire dans le secteur de la voiture. C'est ça ? Merci à tous les deux donc d'être présents. Alors Daniel, Servan, d'avoir une première question. Au sein de vos entreprises respectives, quelle part du capital est détenue par les salariés ? Alors à ce jour, 13% chez nous. 1,6% chez nous. Peut mieux faire. Pourquoi 1,6% ? Je sais pas, on m'entend bien ? Oui. Parfaitement bien. Alors déjà, on a ouvert l'actionnariat salarié en 2019 et de manière assez fragile, on va dire, en expliquant à nos salariés que c'était quand même très très risqué, qu'ils devaient faire très attention parce qu'on a une entreprise non cotée, une entreprise familiale et on voulait surtout pas les mettre en risque. Alors, on a quand même 30% des salariés qui ont investi leur participation dans un FCPE qui pointe uniquement sur des actions de l'entreprise. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça reste encore petit. Et puis, on a une autre contrainte, c'est qu'on a des engagements bancaires qui font qu'on ne peut pas ouvrir l'actionnariat salarié autant qu'on le voudrait. La société est très endettée. Qu'est-ce que c'est le sujet ? Alors, en fait, je ne suis pas financière, moi je suis DRH, donc je ne vais pas vous raconter n'importe quoi. Mais nos engagements bancaires nous obligent à maintenir des taux pour éviter la dilution du capital. Donc ça, on est bien en dessous encore, mais voilà. Aujourd'hui, ça fait partie de nos contraintes. Daniel, vous avez dit 13% pour le moment. C'est-à-dire que ça pourrait évoluer dans quel sens, d'une part, et pourquoi est-ce que ça pourrait évoluer ? Alors déjà, ça évolue depuis qu'on l'a créé. On l'a créé en 2018. L'actionnariat salarié, en fait, m'a été suggéré. Alors, génétiquement, j'ai toujours voulu faire ça, mais on m'avait toujours dit que c'était trop compliqué, impossible en France, etc. Donc, on a eu d'autres mécanismes d'intéressement, etc. Et en 2018, j'ai un associé qui est parti, qui avait 20%. Et à ce moment-là, je me suis dit, en fait, ces 20%, j'étais prêt à le partager avec ce cofondateur. Finalement, je suis prêt à le partager avec les autres salariés qui sont restés depuis. Et c'est ma cible, en fait, d'avoir 20% du capital chez les salariés. Mais par contre, j'ai fait le choix qu'ils achètent les actions. On ne leur donne pas. Et donc, à partir de là, il faut qu'ils aient la capacité d'investissement, même si on a tout un tas de mécanismes pour aider, etc. Et on a encouragé, ce qui fait que lors de la première opération en 2018, on a eu beaucoup de souscriptions. Et donc, ça a évolué au fur et à mesure. Mais là, on s'est rapproché d'une autre entreprise. On a eu aussi un actionnaire familial qui a injecté par le haut. Donc, on a redilué un petit peu les salariés. Et donc, ce qui recrée aussi de l'espace pour les nouveaux salariés et les futurs salariés. Et pourquoi cet objectif de 20%? C'est par rapport à l'histoire de l'entreprise ou c'est parce que vous dites c'est suffisamment bien pour que ce soit attractif et en même temps dire je suis quand même chez moi, les 80 qui restent, c'est moi. Alors c'est un mélange en fait effectivement, dans l'histoire déjà, à ce moment-là, je dirais que ça m'allait comme borne haute. C'est un peu plus ambitieux que même la plupart même des grands acteurs qui ont de l'actionnariat salarié ont souvent autour de 10%. Donc je trouvais que c'était un bon message. Pourquoi pas au-delà de 20 ? D'abord, on ne se l'est pas interdit. Aujourd'hui, ce serait une décision qui demanderait d'être validée au plus haut niveau chez nous, mais on pourrait aller au-delà. Il y a aussi un intérêt à avoir une stabilité d'actionnariat fort, avoir un acteur fort qui maîtrise, surtout que nous, on a des filiales où on a un peu de dilution au niveau managérial aussi en dessous du groupe. Et donc voilà, c'est un équilibre qu'on doit créer pour aussi sécuriser la pérennité globale, un peu comme vos ratios avec le... Vous êtes 130 dans l'entreprise. Combien de salariés qui détiennent donc ces 13%? Alors, à date d'aujourd'hui, je crois que c'est 78. Lors de la première opération, on a eu 90% des salariés qui ont souscrit, mais on était plus petits. On était un peu moins d'une soixantaine. On devait être un des plus petits FCPE de France, à mon avis. Et puis, en fait, comme on a fusionné avec une entreprise l'année dernière qu'on a intégrée, ça a été un travail un peu compliqué pour aligner les épargnes salariales. Il fallait changer de fournisseur, etc. Et donc, ils ont fait leur première participation. Et ils ont eu 66%, 2 tiers exactement des gens qui ont souscrit. Pour des gens qui se sont rapprochés, c'est plutôt un bon taux. Voilà. Donc, on doit être à peu près entre 60 et 70% aujourd'hui des gens, sachant qu'on embauche en permanence. Donc, on a toujours des gens, s'ils ne sont pas là au moment de la souscription, qui ne vont pas être actionnaires de fait. Et chez vous, Servan, donc, sur les 300 ? Aujourd'hui, on a 55% des salariés
qui placent leur participation sur le FCPE. Ensuite, on a une population avec plus d'un tiers des salariés qui sont conseillers clients, donc on a un grand pouvoir d'achat et qui, du coup, eux, vont aller toucher directement la participation. C'était un vrai choix de dire qu'on ne plaçait que la participation dans l'actionnariat salarié pour être sûr que les collaborateurs ne mettent pas finalement leurs économies en risque de notre fait. On parlait avec Laurent Demal tout à l'heure de l'investissement des salariés au sein de leur entreprise. Est-ce qu'ils ont on lui disait non, ils ne participent pas à la gouvernance. De votre côté, est-ce qu'il y a un choix de faire participer à la gouvernance de l'entreprise vos salariés? Alors oui, ils participent à la gouvernance puisqu'on a ce qu'on appelle un conseil de surveillance du FCPE qui est élu pour 5 ans. Comme notre FCPE à 5 ans, on vient justement, j'ai lancé vendredi la première communication pour dire qu'on procédait à des élections. Comme en plus on a un groupe avec plusieurs sous-structures, j'essaye de faire en sorte que ce soit un peu représentatif des structures, ce qui ne va pas être évident puisque les structures récentes ont peu de parts et le vote est lié au nombre de parts qu'on détient. Mais l'idée, ça va être d'essayer d'avoir une représentation des différentes structures dans l'actionnariat. Je vais pousser les gens à s'assurer de ça en fait dans leur vote. Alors, idem, on a un conseil de surveillance. Mais ce que moi, j'ai trouvé très intéressant, c'est que la mise en place de l'actionnariat salarié au travers du FCPE nous a obligés, en fait, à communiquer, à vulgariser ce que c'était que le résultat de l'entreprise, comment était monté le résultat, comment ça fonctionnait. Et en fait, aujourd'hui, même en CSE, j'ai mon secrétaire de CSE qui va me dire là, on va calmer un peu le budget parce que sur le résultat, c'est quand même intéressant pour tout le monde. Donc voilà, qui participe vraiment et qui prend des décisions par rapport à ça. Et c'était quelque chose qu'on ne faisait pas du tout avant. Donc pour nous, ça a été un grand pas finalement de vulgarisation de c'est quoi les EBITDA, comment ça marche et comment moi j'y suis intéressée en tant que collaborateur. Merci. Est-ce qu'on a des questions d'ores et déjà? Oui, très actif, c'est bien. J'ai des bons élèves là. Des bons profs d'ailleurs, bon prof et bon élève. Peut-être les deux à la fois. On aime bien avoir des questions, donc on se met à la place des intervenants. En recherche, il y a vraiment toujours une question sur le lien de cause à effet. Est-ce qu'on est une entreprise performante qui va développer l'actionnariat salarié ou est-ce qu'on est performant parce qu'on a de l'actionnariat salarié? Et c'est une question plutôt pour monsieur Cohen-Zardy. Vous êtes aussi une great place to work, c'est-à-dire une entreprise où il fait bon travailler. Est-ce que vous direz que c'est la conséquence ou la cause de l'actionnariat salarié? Alors, j'aurais du mal à dire que c'est la conséquence de l'actionnariat salarié parce que notre premier Great Place to Work était avant qu'on mette en place l'actionnariat salarié. Mais juste, c'est un label, hein, voilà. On va le oui, dire. oui, tout à fait. C'est un label qui permet de formaliser qu'on a des bonnes pratiques de management qui font qu'effectivement les gens sont contents de travailler là où ils travaillent. Bon, c'est un label qui est payant, hein, comme souvent. Donc, on y a participé que 2 fois parce qu'on a choisi de payer 2 fois. Oui, mais c'est pas parce que je connais des entreprises qui ont participé qui ne l'ont pas eu. Oui, Donc, c'est pas parce que vous payez que vous avez le tampon. Voilà, non, tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, on ne participe pas chaque année. Mais les 2 fois où on a participé, on a été au palmarès. Effectivement, la première fois dans les moins de 50, après dans la taille au-dessus. Et effectivement, sur tous les gens qui payent. Et les gens payent parce qu'ils pensent qu'ils vont être élus. Sinon, on se dit que c'est un peu un argent gâché. Il y en a à peu près un tiers qui y sont. Donc effectivement, c'est assez difficile. Il y a un audit de culture. Il y a des questionnaires anonymes. Je dirais que pour moi, en tout cas, pour revenir à la question, ça fait partie d'un tableau. C'est-à-dire vous n'êtes pas Great Place to Work ou performant parce que l'actionnariat salarié et inversement. Les deux s'alimentent en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour moi, l'actionnariat salarié fait partie d'une culture d'entreprise qui va un peu avec le fait qu'on associe les gens. Alors, la raison fondamentale, c'est, j'ai entendu l'alignement d'intérêts tout à l'heure par rapport au fonds, c'est pareil, je veux simplement que mes salariés aient le même intérêt que moi en tant que fondateur majoritaire de l'entreprise. Et c'est avant tout ça pour qu'on porte le même projet. Plus la boîte grandit, j'ai créé l'entreprise, on était 3. Je savais à peu près tout ce qui se passait. Aujourd'hui, plus forcément, j'estime que les gens qui sont plus près du terrain savent parfois mieux que moi et j'ai envie qu'ils fassent remonter quand ça ne va pas ou qu'ils disent voilà ce qu'on devrait faire et qu'on le fasse tous ensemble. Alors par contre, c'est en groupe, hein, donc c'est une gouvernance qui est forcément un petit peu plus complexe, mais c'est logique et c'est vraiment le moteur. Et donc je pense que ça alimente la performance, ça l'entretient, ça permet de la faire vivre. Mais après, c'est aussi parce qu'on a cet état d'esprit qu'on a pu mettre en place l'actionnariat salarié. Moi, j'aime bien dire que l'actionnariat salarié, il faut le mettre en place si on y croit. Je ne forcerai aucun dirigeant d'entreprise qui n'est pas convaincu à le faire, parce que je pense que ce serait une bêtise, en fait. Il faut vraiment le porter pour que les gens le suivent. Et tout à l'heure, j'entendais parler de financièrement, les fonds propres, machin.
Moi, je suis à la fois DAF et DRH de ma boîte. Et je disais, c'est une espèce de schizophrénie à être DAF et DRH quand on fait des arbitrages de budget. Mais c'est exactement ce qui s'est passé avec votre CSE. C'est qu'à un moment donné, voilà, il y a de l'arbitrage. Et je dirais que le FCPE, c'est avant tout quelque chose que le DRH a décidé plus que le DAF. Même si au final, ça ramène un peu de l'intéressement dans les fonds propres dans l'entreprise. La réalité, c'est que c'est une décision de DRH. Parce que sinon, pour une PME, c'est trop coûteux. Et dans cette schizophrénie, vous arrivez à être d'accord avec vous-même ou c'est compliqué? C'est-à-dire que là, je viens d'embaucher une personne qui monte un peu à la DRH. Ça va m'aider à enlever la schizophrénie. Je n'ai pas encore de DAF, donc ça reste simple. Merci. Est-ce qu'on a une autre question pour l'instant? Pas pour le moment, c'est pas grave. Dans des métiers comme les vôtres qui peuvent être très concurrentiels, c'est le cas dans les entreprises de services numériques, je ne sais pas si c'est le cas également dans vos métiers ou non. Un peu moins, je pense. Un peu moins, je pense. Donc, je vais garder cette question-là peut-être pour vous, Daniel. Est-ce que c'est un outil de fidélisation, l'actionnariat salarié, vraiment? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est vu comme un complément potentiel de salaire? Comment est-ce qu'on l'envisage? Ou un outil de communication, tout simplement, vers l'extérieur? Et est-ce que vous avez mesuré cette efficacité? C'est un peu tout ça. Mesurer, c'est compliqué parce qu'en réalité, on est sur un marché très concurrentiel. On a du turnover. Ça n'a pas tué le turnover. On en a moins que d'autres entreprises, mais on en a toujours eu généralement moins parce qu'on a un certain nombre d'actions qui sont là depuis toujours. Je pense quand même que ça renforce. On le voit même dans les entretiens d'embauche. Parfois, les gens disent « Ah, c'est bien, ça, c'est un peu différenciant, c'est un peu unique ». Est-ce que pour autant, ils choisiront l'entreprise que là-dessus? Non, clairement pas. C'est un élément supplémentaire. Par contre, ce qu'on peut voir, on a 5 ans maintenant, les gens qui ont investi au moment où on a créé le fonds, certains ont mis, on avait autorisé jusqu'à 20 000 euros, ben, ils ont fait x3, plus les souscriptions qu'il y a eu après. Voilà, certains ont sorti des tickets de plus de 100 000 euros, ce qui oblige d'ailleurs de gérer la liquidité, etc., puisqu'il faut un sortant d'il y a 5 ans pour pas mal d'entrants d'aujourd'hui. Et donc voilà, c'est quand même quelque chose que les gens valorisent, mais dans le temps. Ça, ils l'ont bien compris, j'imagine. Je pense que ça fait partie, comme vous le disiez tout à l'heure, d'un cercle, en fait, d'une culture d'entreprise. Et les salariés viennent chercher effectivement des entreprises où ils font bon vivre, où il fait bon vivre, mais aussi des entreprises dans lesquelles ils vont être pleinement engagés. Et ça en fait partie. Donc je pense qu'effectivement, aujourd'hui, dans les recrutements, ça fait partie des avantages qui sont pas non négociables, mais ça devient presque normal d'avoir cette possibilité-là. Aujourd'hui, il y a des incitations fiscales qui sont faites pour créer des FCPE, qui sont faites pour aider les entreprises à accompagner leurs salariés dans cette démarche. Les gens tout à l'heure, certains me diront, je ne poserai pas la question, mais si vous pouviez la poser, moi ça m'intéresserait. Donc je me fais le porte-parole de ces personnes qui m'ont demandé de poser cette question, qu'elles ne seraient pas venues naturellement. Mais est-ce que pour vous, la création de ce FCPE, ce n'est pas d'abord une façon d'optimiser finalement, de faire une optimisation fiscale de certains, une optimisation fiscale, quoi, tout simplement? Je ne sais pas si on peut appeler ça de l'optimisation fiscale, mais c'est de l'optimisation de l'efficacité de la rémunération. Pour moi, au même titre que l'épargne salariale, c'est plus efficace de verser 1 euro d'intéressement qu'1 euro de prime. Voilà, je dirais que ça rentre un peu dans cette même catégorie, c'est-à-dire qu'au global, bien articulé dans le temps, sur des horizons de temps longs et avec un certain nombre de contraintes, bah, c'est clairement fiscalement plus optimal. Mais on ne va pas le faire que pour ça, et ça va durer et ça ne remplacera pas du salaire, mais ça va faire un élément, j'ai envie de dire, de motivation collective qui peut être quand même intéressant et qui peut être efficace au final en termes de ce qui ressort au bout pour le salarié. Servane Petit? Alors nous, c'est pas du tout comme ça qu'on l'a pensé. C'est vraiment, on l'a pensé envers plutôt l'engagement des collaborateurs et leur participation aux résultats de l'entreprise. Merci. On avait une question ici. Oui, Pierre Douchan, Natixis. Moi, j'ai une question. Enfin, je salue la performance parce que dans les PME, franchement, mettre un fonds d'actionnaire salarié, c'est assez rare pour le souligner. Et en plus, je fais le lien avec l'homme orchestre que vous êtes. Alors moi, j'ai dit l'homme orchestre. À qui s'est adressé en premier quand il a évoqué ce sujet? Une fois que la réflexion était faite, c'est quoi? C'était votre banquier? C'était un conseil? Comment est née l'aventure derrière? Parce qu'il faut la mettre en œuvre quand même. Alors, je peux la raconter parce que les gens qui sont derrière ça sont ici. En fait, à l'origine, au moment de cette restructuration, je parlais d'un cofondateur qui sortait, qui avait 20% de l'entreprise. Ça faisait 12 ans qu'on travaillait ensemble. C'était un moment un peu douloureux, c'est pas évident de se séparer après 12 ans. C'est un peu moi qui l'ai poussé dehors parce qu'on n'était plus alignés. Et on voulait créer des filiales à ce moment-là. Donc il y avait un projet de restructuration qui était un peu plus global pour avoir le contexte complet. Et je me faisais conseiller à ce moment-là par différentes personnes. J'ai compris ce que c'était qu'une holding, que du coup je pouvais aller chercher à la banque de quoi racheter les actions. Enfin, j'ai compris tout ça dans la bataille, j'ai envie de dire. Et au moment de tout ça, j'ai dit, il faudrait que j'ai quelque chose pour les salariés. Et à ce moment-là, je discutais avec des gens de MCR Consultants qui sont dans la salle. Je les ai vus aujourd'hui, Thierry Magin
et Frédéric Bonneton qui m'ont dit, il y a plein d'outils d'actionnariat salarié, ils m'ont parlé de Manco, de machin, et puis ils m'ont dit à un moment donné sur le coin, là il y a le FCPE, mais c'est pas pour toi, tu es trop petit. Et donc j'ai dit, ouais, très bien, mais c'est quoi exactement? Je suis petit, moi. Je suis petit, moi. Non, c'est même pas que j'étais vexé, mais j'ai dit, explique-moi, etc. Et donc, effectivement, je me suis souvenu au tout début, où quand j'avais créé même SoftFluent, j'avais envie de faire ça, parce que moi, j'avais passé des années chez Microsoft, où les gens étaient quand même associés par les stock options, etc., aux résultats de l'entreprise. Et j'avais envie, moi, jour 1, que les gens soient associés. Et là, j'ai regardé, j'ai dit, effectivement, c'est peut-être un peu cher, c'est peut-être un peu compliqué, mais ça a l'air vachement structuré. Et là, ils m'ont dit, rencontre les équipes d'Equalis Capital. Et effectivement, j'ai rencontré les équipes d'Equalis Capital, Jean-Philippe et Mathieu. Et eux m'ont expliqué, effectivement, le coût. On a une négociation un peu compliquée pour arriver à faire quelque chose, mais ils ont fait des efforts aussi pour que ça puisse passer pour une entreprise qui faisait moins de 60 salariés. Et puis après, voilà, on a travaillé avec Natixis aussi pour avoir cette partie-là. J'ai embêté beaucoup Monsieur Lesage à l'époque, qui est ici aussi pour négocier. Et on a fini par trouver un terrain d'entente. Et aujourd'hui, on est très content de travailler ensemble et de voir que ça nous a permis, en tout cas, de faire quelque chose qui a grandi aussi et qui aujourd'hui est un peu plus, on va dire, raisonnable en regard de notre taille, qui reste quand même assez coûteux, mais comme je le dis, c'est un choix RH. C'est assez amusant de voir que vous saluez une performance que vous avez vous-même contribué à mettre en œuvre, mais visiblement sans le savoir, tel Monsieur Jourdain. Est-ce qu'on a une dernière question? Oui, très bien. Oui, allez-y. On va vous passer le micro parce que les gens qui nous suivent en ligne... Bon, vas-y, Jean-Philippe. Hein, vas-y. Alors, Daniel, je t'interdis de communiquer le prix que nous t'avons fait. On va dire que si c'était pour lever de l'argent uniquement sur l'aspect financier, ça ferait cher la commission de levée. Voilà. On peut le dire comme ça. Mais c'est quelque chose de plus global que simplement un levier financier. C'est un levier RH également. Et concrètement, donc c'est difficile à mesurer, vous dites, hein, l'effet positif. Oui, il est dilué dans plein de choses. Prenez le micro. Il est dilué dans plein de choses, effectivement. À mesurer en tant que tel, c'est compliqué. Merci. C'est-à-dire Prenez le micro. Quel pourcentage du FCPR? Aujourd'hui, FCPE, pardon, FCPE, pardon. Nous, pour les leveurs, ça dépend combien on a levé à chaque fois, mais on va dire que le coût annuel par rapport à la souscription, ça faisait à peu près 10%, quelque chose comme ça, ce qui est quand même élevé. Voilà, ça donne une idée. Voilà, mais qui n'est pas forcément complètement lié au montant. C'est-à-dire que plus ça grossit, plus ça doit diminuer quand même. Tous les ans, c'est annuel. Oui, en fonction des opérations. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? Je vois qu'il y a des personnes qui sont assises au fond. Vous pouvez prendre le temps de venir vous asseoir. Il n'y a pas de problème. Vous allez avoir la table ronde aussi dans quelques minutes. Donc, autant que vous soyez bien assis. Une autre question? Non? Eh bien, attends, Jean-Philippe, est-ce que tu as... Oui, madame. Ah, monsieur, pardon. Oui. Bonjour. En termes d'animation et d'information de votre communauté de salariés actionnaires, est-ce que vous avez créé une sorte de cérémonial, un agenda de cérémonie dans lequel vous partagez des informations, quel niveau d'information, ce genre de choses? Alors, pour le coup, nous, on en partage beaucoup. Je parlais de la vulgarisation tout à l'heure. On a fait énormément de communication interne autour du sujet depuis qu'on a mis en place le FCPE. On a fait des lives, donc on présente à toute la boîte les résultats de l'entreprise en live. On a fait des Draw My Life, vous savez, ces petites vidéos avec la main pour expliquer comment étaient montés les EBITDA, comment on calcule la participation, comment on calcule les actions. On a fait des petits déjeuners avec des questions-réponses où il y avait le DAF et moi pour répondre aux questions des collaborateurs. On a 300 collaborateurs quand même. Donc aux collaborateurs en one-to-one pour leur expliquer les différents effets que pouvait avoir la participation et la partie FCPE. Et enfin, c'est aussi l'occasion pour le DG de prendre la parole auprès des collaborateurs sur les résultats de l'entreprise et sur ce qui s'est passé. Alors nous, on le fait une fois par an, au moment de la participation, mais sur ce qui s'est passé pendant un an, et les remercier aussi pour ça. Donc c'est un outil aussi de communication et de vulgarisation auprès des collaborateurs.
Moi, j'avais oui, pardon, allez-y. Non, mais également, nous, l'aspect communication est vraiment important. Il ne faut pas sous-estimer le degré de culture ou d'inculture financière qu'on a chez nous quand même en France. Je pense qu'on n'est pas très informé, je dirais, en moyenne. Et effectivement, faire de l'éducation économique sur ce qui est un résultat, etc., c'est du temps, mais d'un autre côté, c'est assez intéressant finalement d'impliquer les gens dedans et de communiquer au maximum. On l'a fait au tout début, mais on le fait nous aussi chaque année. Je représente à chaque souscription le pourquoi, le comment. Voilà. Vous avez dans votre... Pardon, oui, Et justement, nous, ça nous a aussi permis d'expliquer, au-delà, comme le FCPE vient rentrer dans le plan d'épargne entreprise, d'expliquer ce que c'était, que le PE, d'aller plus loin en fait que juste le FCPE. Donc finalement, quand les personnes placent leur participation, aujourd'hui, enfin, nos collaborateurs sont en capacité de prendre une vraie décision, ce qui n'était pas le cas avant. Merci. Et moi, je voulais savoir, là, on est dans un exercice d'évangélisation. Est-ce que vous avez déjà convaincu autour de vous des confrères ou des voisins de mettre en place ce type, ou ça les a dissuadés peut-être aussi d'ailleurs, de mettre en place ce type d'initiative chez elles? Alors, moi, j'en ai parlé quelques fois, notamment j'étais intervenu au BIG à BPI France, donc j'avais eu quelques questions après de chefs d'entreprise qui se posaient la question. Alors, dissuader peut-être, et si je les ai dissuadés avec mon discours, tant mieux, parce que justement, je leur ai expliqué qu'il fallait qu'ils soient convaincus. S'ils ne l'étaient pas, je pense qu'il ne fallait pas qu'ils y aillent. Non, plus sérieusement, je pense qu'il y a au moins 2 patrons d'entreprise que j'ai un peu motivés. Je ne sais pas où ils en sont d'ailleurs, mais avec qui j'avais envoyé d'ailleurs des contacts près les Quays Capital, etc. Des gens qui, en tout cas, y réfléchissent plus que sérieusement. Je ne sais pas s'ils sont complètement passés à l'action, mais voilà, je leur ai expliqué. Donc, moi, de mon côté, c'est plutôt des DRH à qui j'en ai parlé. Donc, étonnamment. Et d'abord, l'idée des DRH, quelquefois, ça va être très compliqué. Donc, comment je vais faire? Et en fait, juste leur expliquer la simplicité des possibilités qu'il y a. Et effectivement, nous, de notre côté, un accompagnement parfait. Et aussi, ce côté, comment j'engage mes collaborateurs au travers de cet outil, qui est finalement plus un outil financier, mais un outil RH. Et au fond, puisque vous êtes donc DRH, et on a compris qu'il y avait une schizophrénie entre le DAF et le DRH au sein de Softfluent, vous diriez que le plus difficile à convaincre, c'est qui? C'est le DRH d'abord ou c'est le patron? Au fond, enfin, vous intervenez en premier rideau. Alors, c'est difficile parce que c'est une décision qu'on a prise avec le patron. Je pense que le plus frileux dans une entreprise familiale, c'est peut-être le patron, parce que finalement, c'est une boîte qui était détenue par son papa, qui appartenait à son père, son frère, sa sœur et lui. Donc il y a un moment aussi, le choix ne lui appartient pas que à lui. Alors aujourd'hui, c'est plus simple parce qu'on n'a plus que 2 frères qui sont aujourd'hui bien implantés dans l'activité, mais quand dans la famille, il y a des personnes qui sont un peu plus loin de l'entreprise, mais qui sont au capital, ça peut être plus compliqué de prendre cette décision-là. Donc là, c'est une décision qu'on a prise ensemble. Et aujourd'hui, on pousse beaucoup, le DAF et moi, pour que les collaborateurs puissent vraiment aller vers ce FCPE et être pleinement actionnaire salarié. Et voire même, on réfléchit à d'autres systèmes pour certaines populations de l'entreprise. Merci à tous les deux. Merci Daniel Cohen-Zardy, président de Softfluent. Une entreprise de services numériques, et Servan Petit, donc DRH auprès du groupe Roule, donc l'assurance automobile. Merci à tous les deux. J'ai une nouvelle pour Servan. J'ai appris la semaine dernière qu'un de mes collaborateurs allait travailler pour Roule à partir de demain, en mission de prestation. Donc, voilà. Ah, en prestation, en plus. Voilà, ravi. Voilà, comme ça, je connais Roule. Les actions salariées ne sont pas encore ouvertes aux prestataires extérieurs. Voilà, mais ça, on va juste rapidement changer de plateau, le temps d'installer quelques fauteuils. Ne bougez pas, dans 3 minutes, on passe